bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter le projet européen donc Horizon 2020 que je coordonne actuellement. Donc, je vais procéder en plusieurs temps et évidemment, je vais faire un focus sur ce qu'on peut faire grâce notamment aux données fournies par l'INAO et l'ODR sur la question des indications géographiques et des négociations européennes sur le plan international. Voilà, alors ma présentation va s'organiser en 3 temps assez rapides et après, évidemment, on pourra échanger. Ceux qui sont intéressés, on pourra aller plus loin dans les détails. Je vais rester vraiment un grain assez large. Donc d'abord, je vais vous présenter rapidement le projet, les acteurs impliqués, enfin les chercheurs impliqués. Dans un deuxième temps, pourquoi on s'intéresse aux indications géographiques dans le cadre de ce projet. Et enfin, comment nos travaux à nous, à SMART, en collaboration avec le CEPI, viennent alimenter ce projet et comment les données de l'INAO et fournies par l'ODR nous sont très utiles pour répondre à des questions auxquelles personne ne répond en Europe, en tout cas, puisque les autres n'ont pas les données. Voilà. Alors, donc, BAT Model, c'est un projet H2020, donc Horizon 2020, qui rassemble 16 organisations européennes dans 11 pays, donc 10 pays européens plus la Suisse, et qui a une durée de 4 ans. Donc, on attaque là la dernière année. Donc, je vous ai mis les petits logos pour ceux que ça intéresse des différents partenaires et la carte européenne. Donc, c'est pas ça le plus important. Donc, quel est l'objectif de ce projet? Donc, le sigle, je vais détailler le sigle. Donc, c'est un terme en anglais qui veut dire qu'on va s'intéresser à améliorer les modèles qui ont pour but de faire de l'analyse des politiques commerciales. Donc, ces modèles, ils existent, on ne va pas recréer des modèles. C'est des modèles qui sont largement utilisés par la Commission européenne quand elle va négocier des accords internationaux. Par exemple, avec le CETA, avec le Canada, ou là, plus récemment, avec la Nouvelle-Zélande. Il y a un tas de négociations qui sont en cours et la Commission, avant de donner son accord ou pas, fait des simulations en interne pour aller voir si les effets sont bénéfiques pour l'Europe ou pas. Ces modèles, ils sont très nombreux. Dans notre projet, on en a 4 que j'ai listés. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ces 4 modèles d'équilibre général, c'est-à-dire qu'ils prennent ensemble l'ensemble des acteurs, l'ensemble des secteurs, l'ensemble des pays et qui voient un peu comment l'Europe peut tirer ou pas son épingle du jeu avec certaines clauses de négociation. Donc, ces modèles, je l'ai dit, existent déjà. Et nous, en gros, dans l'appel lancé par la Commission, il y avait 4 points essentiels qu'ils voulaient voir traités dans notre projet. La question des flux nuls, c'est-à-dire qu'on utilise des modèles, donc la Commission va négocier des clauses dans ces négociations, et certaines négociations peuvent permettre d'ouvrir la possibilité d'exporter ou d'importer des produits. Donc on va passer d'un flux de commerce qui n'existait pas et qui ne pouvait pas exister, un flux qui est autorisé. Sauf que comme le modèle est calibré pour qu'il n'y ait pas de flux, et ben à la sortie, il ne met pas de flux puisqu'il a été calibré pour ne pas en donner. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et donc là, il y a tout un enjeu méthodologique extrêmement important sur comment on permet ce flux finalement et qu'est-ce qu'on en dit de ce flux qui d'un coup est ouvert, une possibilité d'exporter ou d'importer. Bon, là, c'est très technique, donc je vais m'arrêter là. Ensuite, il voulait qu'on s'intéresse à la différenciation qualité, qui est une question de plus en plus importante, évidemment. Des mesures non tarifaires, donc c'est toutes les mesures obligatoires prises par les États, les mesures SPS, TBT pour ceux qui connaissent, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, le bœuf sans hormones par exemple, là c'est la mesure non tarifaire la plus connue, ou les indications géographiques. Donc ça, c'est les 4 thèmes que la Commission européenne voulait qu'on modélise mieux dans nos modèles. On a rajouté à ça, parce qu'évidemment, on a toujours plein de choses à rajouter, les coûts cachés de la libéralisation du commerce. Donc là, c'est tout ce qui va concerner l'emploi, la santé, tous les aspects plutôt sociaux, on va dire, et l'hétérogénéité des effets. Parce qu'en gros, les modèles disent la Commission européenne va gagner plus 25. D'accord, mais la Commission européenne, l'Union européenne, c'est large. Et donc, notre idée, c'est d'aller chercher les inégalités au sein de l'Union européenne, dans les différents pays, les différentes régions qui sont concernées par les accords. Bref, et donc il y a aussi les chaînes de valeur, puisque les processus de production sont de plus en plus fragmentés. Donc, nous, on va essayer d'intégrer tout ça dans nos modèles. Donc, c'est quoi l'ADN de BAT Model là-dedans? C'est que pour chacun de ces sujets, on va allier 2 types d'approches. Les approches évaluation qu'on appelle ex post, c'est-à-dire que nous, on va aller voir, une fois qu'un accord est signé, qu'est-ce qui se passe concrètement
et on va les mesurer les effets qu'on recherche. Donc, je reviendrai là-dessus sur les indications géographiques. Et les autres équipes qui sont spécialisées dans les simulations vont aller utiliser nos résultats pour essayer de trouver dans leurs simulations les résultats que nous, on a trouvés de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est très clair. Retenez juste qu'on a deux types de chercheurs qui travaillent ensemble, ceux qui font de l'évaluation ex post et ceux qui travaillent sur les modèles de simulation. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un projet très, très méthodologique et qui va essayer d'améliorer un peu les termes des négociations pour l'Union européenne. Alors, pourquoi les indications géographiques apparaissent dans ce projet? Donc, je ne vais pas revenir sur l'objectif des indications géographiques. Elles ont été largement... Enfin, vous connaissez, je pense que tout le monde connaît ici. Donc, en gros, c'est des labels... Alors là, je parle des labels européens. Je suis passée à AOP, IGP, donc je ne fais pas l'histoire des AOC qui précédaient. Donc, des labels européens qui vont garantir des caractéristiques d'un produit alimentaire, que ce produit a bien été produit ou transformé. Alors moi, c'est plus la transformation qui va m'intéresser peut-être, dans une région spécifique selon des méthodes traditionnelles. Alors moi, je vais plutôt m'intéresser aux AOP et IGP. Je ne m'intéresse pas ni à l'agriculture biologique, ni au STG, ni au label rouge. Évidemment, ce sont des labels qui font partie de la politique européenne de qualité et qui vont garantir sur le sol européen une protection des appellations. D'accord? Donc ça, c'est la dimension clé qui va nous intéresser. C'est que si je produis du comté ou du roquefort, personne d'autre en Europe ne peut produire du comté ou du roquefort. Okay. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette question dans les négociations internationales? Alors, vous le savez peut-être, les indications géographiques au niveau international sont une source énorme de conflits. Elles sont vues... j'ai laissé le terme anglais, enfin bref, elles sont vues comme des barrières aux échanges ou des sources de discrimination. C'est-à-dire quand on présente nos travaux sur les indications géographiques aux États-Unis et qu'on parle de qualité, les Américains, ils nous regardent avec des yeux ronds en disant « mais de quoi elle parle ?» Terroir, c'est quoi le lien avec la qualité? Voilà, donc on en est là. Donc c'est parfois un petit peu compliqué de faire comprendre le point de vue européen. Et pour eux, ils n'en démordent pas, c'est juste une stratégie de discrimination. C'est pour les empêcher, eux, d'exporter chez nous. Voilà. Et en gros, le nœud du conflit, c'est que les indications géographiques européennes sont des démarches collectives. Les Américains, enfin plus largement, je vais arrêter de taper sur les Américains, plus largement, les anglo-saxons ont plutôt une approche de marque commerciale. C'est-à-dire qu'un producteur peut enregistrer la marque qu'il veut comme il veut et vendre son produit. Point. Donc, on a des différences évidemment énormes qui sont la cause de ces différends qui sont remontés à l'OMC. Donc, on a des disputes plus fameuses en 1999 avec les USA ou 2003 avec le Canada. Mais c'était à tel point sérieux qu'en 2005, sous la pression de l'OMC, l'Union européenne a changé sa politique en termes d'indications géographiques et a permis à des États hors Europe d'enregistrer des indications géographiques. Donc, si vous allez voir la base européenne des indications géographiques, qui s'appelle iAmbrosia, donc qui est en ligne, vous avez toute la liste des AOP et IGP reconnus, vous trouverez des marques de thé indienne, enfin des indications géographiques de thé indien, par exemple, ou de riz basmati, etc. Donc, vous avez des démarches qui viennent d'hors Europe, qui sont enregistrées en Europe par des producteurs qui sont étrangers, enfin hors du sol européen, et qui sont reconnus par l'Europe. Alors, pourquoi on va s'y intéresser dans les accords commerciaux de l'Union européenne? Parce que depuis 2011, on a des reconnaissances explicites de listes d'indications géographiques dans les accords internationaux. Ça a commencé depuis 2011, en même temps qu'un mouvement vers une intensification, on va dire, ou en tout cas un aspect de plus en plus lourd, plus complet des accords commerciaux bilatéraux que l'Union européenne a signés avec ses partenaires. Au départ, c'était juste une question de tarifs, éventuellement de mesures d'hormones, pas hormones, etc. Là, on va beaucoup plus loin, jusqu'au marché public, par exemple, et notamment les indications géographiques qui maintenant apparaissent dans les accords. Donc, l'objectif, il est le même que pour le marché européen, c'est-à-dire qu'on veut éviter l'usurpation de l'appellation
ou les abus de réputation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que des Américains produisent du comté en mettant comté avec un drapeau français à côté en disant c'est ma marque, c'est ma marque à moi, ça n'a rien à voir avec celle des Européens, mais en attendant, ils jouent sur l'image du comté français. Voilà. Donc l'objectif, il est vraiment là, c'est d'éviter que cette marque étrangère prenne le nom d'une appellation européenne que nous, on souhaite protéger, et au pire, on va dire, si la marque existe déjà, on a la coexistence avec les produits européens. Hein, l'enjeu, c'est que si, enfin, avant ces accords-là, si un producteur produisait du comté, déposait la marque comté aux États-Unis, après, les exportateurs européens ne pouvaient pas exporter du comté aux États-Unis puisque la marque était déjà prise. C'est quand même, il y a eu beaucoup d'exportateurs. Alors, le comté, peut-être pas parce qu'ils avaient déposé une marque, éventuellement. En tout cas, le Parmigiano Reggiano avait déposé une marque avant ces accords. Mais l'enjeu est là. Donc, c'est vraiment un enjeu quand même important. Donc, voilà pourquoi de telles clauses. Ben, c'est des intérêts offensifs, évidemment, de l'Union européenne. Alors, dans certains cas, c'est une compensation pour la libéralisation des marchés agricoles parce que, notamment les pays du Sud, les AOP, JEP et IGP européennes sont principalement concentrées en Italie, en France, il y en a en Grèce et en Espagne. Et la Grèce et l'Espagne, par exemple, mettent un point d'honneur, enfin, c'est un point non négociable pour eux. S'il n'y a pas de liste d'indications géographiques, ils ne veulent plus ratifier les traités européens. Donc, du coup, l'Union européenne n'a pas trop de choix et continue à maintenir ces indications géographiques dans les accords. Voilà. Et il y a aussi donc, un papier intéressant là qui parle du gastronationalisme, c'est-à-dire que, ça a été dit déjà dans le propos introductif, c'est-à-dire qu'on veut faire reconnaître notre savoir-faire à l'européenne, français ou italien, et jouer sur les préférences et les goûts des consommateurs français et en faire la publicité à l'international. Donc, c'est vraiment véhiculer des valeurs de la gastronomie française ou italienne à l'étranger. Alors voilà, là, je vous ai mis un petit graphique qui recense, donc depuis 2011, tous les accords qui sont signés. Donc je pense que, je ne sais pas si vous pouvez lire le nom des pays. Donc vous voyez qu'en 2017, par exemple, on a le Canada qui est là. Et là, on a déjà plus d'indications géographiques qu'ailleurs. Alors il y a des pays, vous voyez, où il y a toutes les indications géographiques européennes qui sont rentrées, mais c'est des pays, des marchés vraiment plutôt petits, comme la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine. Bon, ce n'est pas des aspects. On aurait préféré avoir cette barre-là au Canada, quoi. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, donc globalement, on a des appellations communes hein, dans différents accords. C'est surprenant, pas surprenant, bon, on peut en discuter. C'est souvent les mêmes appellations qui sont prises, donc il y a, voilà, je vous les ai mis là. Et dans le CETA, quand même, on a 30 appellations lors de la signature, avec la possibilité de faire évoluer la liste. Alors, bon, je n'ai pas fait encore le point sur l'évolution de cette liste et comment cette évolution est possible ou pas, et dans les deux sens, parce que peut-être les Canadiens vont se mettre aussi à faire des indications géographiques. Enfin, voilà un peu les appellations qui sont contenues dans les accords. Alors, dans notre projet, on a donc ce qu'on appelle un groupe de travail qui travaille sur les indications géographiques, et on va travailler en 4 étapes, en 4 étapes, on va dire. Donc, il y a d'abord une modélisation théorique sur pourquoi cette protection à l'international, qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue théorique. Ensuite, on a une quantification des effets des accords précédents pour les appellations figurant dans un accord. Donc ça, c'est des travaux empiriques. Donc, on va aller voir les données et on va aller voir ce que ça nous dit sur le commerce de ces entreprises-là. Et ces travaux vont être faits sur données françaises et italiennes. Et on va essayer, voilà, c'est l'enjeu de cette dernière année, d'aller intégrer nos résultats dans les modèles agrégés dont je vous parlais au début. Alors, on a 2 pistes. C'est pour ça que c'est 4 étapes. Il y a 2 étapes dans cette dernière étape, en fait. Donc, il y a la liste exhaustive des appellations enregistrées. Je vous parlais de la base iAmbrosia au niveau européen qui recense toutes les appellations. Donc là, les Italiens ont travaillé sur associer chaque appellation à un niveau régional du pays européen, du pays membre européen. Donc, on a une base au niveau régional du nombre d'appellations par région. Et
globalement, en gros, c'est les données françaises qui permettent d'alimenter l'ensemble des modèles. Donc, les résultats vont être vraiment spécifiques au cas français. Et la question, c'est comment généraliser ça à tous les pays européens, parce que la France n'est pas la Grèce ou la Hongrie. Donc, comment on peut, en tout cas, militer pour que les autres pays fassent un effort pour tenir, en gros, à jour les mêmes bases. Mais bon, c'est un petit peu perdu, je pense, mais enfin, on va essayer. Donc, je vais revenir sur la qualité des données françaises pour essayer d'alimenter les modèles. Donc, nos travaux à nous, à partir des données de l'INAO fournies par l'IDR, donc on va, et c'est ça l'originalité, donc s'il n'y a qu'une diapo à retenir, c'est ça, c'est qu'on est capable, nous, d'identifier les flux de commerce des produits sous indication géographique, donc AOP ou IGP, ce que personne d'autre n'est capable de faire. C'est-à-dire que donc, notre savoir-faire dans l'unité depuis plusieurs années maintenant, c'est les données des douanes françaises. On a la base exhaustive du commerce international, enfin commerce extérieur des entreprises françaises, tout type d'entreprise, à l'import, à l'export. On est capable de dire quelle firme importe quelle valeur, quelle quantité de quel produit. Et pareil à l'export. On connaît également, grâce à l'INSEE, les caractéristiques des entreprises, leur taille, productivité, mais surtout leur activité principale. Donc, on a quand même une bonne connaissance des entreprises françaises qui sont exportatrices ou importatrices. Et grâce aux données qu'on peut fournir, on est capable d'aller tracer dans ces données-là les flux des entreprises qui sont autorisées à gérer les indications géographiques. Donc, en gros, l'ODR nous fournit les données de 2012 à 2019 des opérateurs habilités. Et nous, on a un gros boulot derrière, mais on est capable d'identifier nos flux. Alors, pourquoi on a un gros boulot? Parce qu'il faut faire donc la base des opérateurs habilités est une base donc établissement, appellation. Donc, cet établissement fait du comté, cet établissement fait du Roquefort. Alors, le Roquefort, c'est facile, il a un code des douanes dédié. Il a un code à 6 chiffres, il n'y a que le Roquefort. Donc ça, c'est le cas facile. C'est à peu près le seul. Le comté, il a plusieurs codes selon la saison de l'année, selon sa composition. Donc on a eu un gros travail avec le CNIEL, où on avait un contact qui nous a aidé à classifier nos produits dans la bonne catégorie des douanes, parce qu'évidemment, ce n'est jamais les mêmes catégories d'une classification à l'autre. Donc, on a eu un gros travail de correspondance, en fait, entre l'appellation d'un côté et le code des douanes, le code à 8 chiffres qu'on trouve dans les douanes. Bon, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, alors, il y a un petit bémol là, mais bon, voilà, c'est que du coup, une entreprise qui fait une indication géographique avec un code NC8, on est obligé de considérer que tout le NC8 qu'elle exporte, c'est de l'indication géographique. Mais peut-être que ce n'en est pas du tout, en fait. Par exemple, les fromages de chèvre ont très peu de code NC8. Donc, tous les fromages de chèvre rentrent dans la même catégorie. Et du coup, peut-être qu'il y en a un qui est sous IG, mais pas les autres. Et là, bon, c'est une approximation. Bon, je ne pense pas que ça... C'est peut-être un petit peu technique, donc je vais passer vite. La correspondance entre établissement et le numéro sirène que nous, on utilise dans nos données, c'est relativement simple. Donc là, il n'y a pas de problème. Et on a pu faire un premier travail sur le secteur du fromage, donc avec mes collègues de l'unité et une collègue du CEPI, qui a été publié en 2021, sur le secteur du fromage, où on regardait juste la performance des entreprises qui faisaient des fromages sous AOP et IGP. Donc, les travaux qu'on fait maintenant, je vous l'ai dit, c'est suite aux accords qui ont été signés depuis 2011, comment est-ce que les entreprises qui font des produits concernés par les listes qui sont dans les accords s'en sortent à l'export. Donc, voilà quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc, on a 225 indications géographiques dans notre base. On a 313 codes de produits NC8 qui sont concernés par une indication géographique, essentiellement dans le secteur laitier ou la viande. Alors, le fromage, c'était déjà compliqué. La viande, je ne vous dis même pas, parce qu'il a fallu regarder tous les cahiers des charges, savoir si c'était le poulet entier, le poulet découpé, le poulet congelé. Pour les poulets, c'était un petit peu compliqué. Enfin, pour la viande en général. Et du coup, on a à la fin 337 firmes qui sont autorisées sur l'ensemble de notre échantillon, qui exportent vers 160 destinations sur 226 au total, et avec... Enfin, en analysant en particulier les 25 pays avec des accords incluant des indications géographiques. Ça va le temps? Voilà, ok. Alors, nos résultats, très rapidement. Donc, on a
on obtient un effet de la reconnaissance d'une indication géographique pour les opérateurs habilités qui sont dans notre base. Donc, ce qui est intéressant, c'est évidemment ces effets plus là. Je vous passe les tableaux de résultats. Là, on a synthétisé l'information. Donc, sur le marché de l'Union européenne, c'est le marché sur lequel les indications sont de toute façon protégées. On a bien un effet positif sur la probabilité d'exporter, c'est-à-dire que les entreprises qui font ces appellations ont une probabilité plus élevée que les autres de pouvoir exporter sur le marché européen. Donc ça, c'est déjà bien. Et elles vendent leurs produits. Alors, elles vendent, on n'a pas les prix de vente, on a la valeur exportée et la quantité exportée. Donc, on fait valeur divisée par quantité pour avoir une valeur unitaire. Donc, ça reste très grossier comme information, mais en tout cas, on a quand même un effet positif, c'est-à-dire que pour un même produit, un même code NC8, vers un marché donné, les opérateurs qui font de l'indication géographique ont un prix plus élevé, une valeur unitaire significativement plus élevée sur le marché européen. Et dans les pays avec accord dans lesquels les indications géographiques sont reconnues, on a des effets similaires au marché de l'Union européenne. En gros, la protection des indications géographiques à l'extérieur de l'Union européenne ont quand même un effet significatif et positif à l'image de ce qui se passe sur le marché européen. Évidemment, alors après, on a tout un tas de résultats, je vous les passe, mais en tout cas, on a quand même une hétérogénéité des effets, d'où l'importance pour la Commission d'aller quand même dans le détail de cette hétérogénéité. On a une hétérogénéité selon les fromages, selon les secteurs, et notamment pour le fromage, ça marche mieux. On a des effets renforcés pour certains accords comme le Canada ou le Japon, ce qui est logique. C'est des pays plus riches, c'est des pays avec plus de goût pour la différenciation en termes de produits. Et donc, on retombe. Donc, ce qui voudrait dire quand même que les produits sous IG sont bien reconnus comme différenciés sur ces marchés. Voilà, sur les marchés importateurs de qualité, donc c'est principalement le Canada et le Japon. À noter que dans nos travaux précédents, on montrait que les pays, donc il y avait un effet sur l'Union européenne, mais il y avait aussi un effet sur les marchés qui ont développé eux-mêmes des indications géographiques ou quelque chose qui ressemble aux indications géographiques. Donc, on a bien une éducation du consommateur qui fonctionne dans la valorisation de ces produits-là. Évidemment, ça ne marche pas aux États-Unis, vous l'aurez compris. En conclusion de nos travaux, donc la reconnaissance des indications géographiques dans un accord commercial permet aux entreprises françaises, alors aux entreprises autorisées, d'atteindre de nouveaux marchés et de vendre à un prix unitaire qui serait plus élevé, voilà, mais pas d'exporter davantage en quantité. Alors, pour mémoire, je vous ai montré la liste des IG dans les différents pays, dans les différents accords, c'est souvent la même. Donc, c'est logique qu'il n'y ait pas... Enfin, on ne s'attendait pas à trouver un effet quantité parce qu'on ne peut pas mettre le même produit dans le monde entier comme ça, simplement. Donc, cet effet qui n'existe pas sur la quantité était plutôt attendu. Et on a évidemment des effets hétérogènes selon le secteur, l'accord, la sensibilité des marchés. Alors, en termes de perspective, c'est quand même des discussions intéressantes puisqu'il y a des accords en cours, ceux avec la Nouvelle-Zélande qui ont été signés en juillet, il me semble, les négociations avec l'Australie qui sont en cours. Donc, nos résultats seraient plutôt en faveur de l'inclusion des IG dans les accords. Du point de vue des opérateurs habilités exportateurs, encore une fois, on a un petit bout de l'histoire, et pour une diffusion du système européen via des accords régionaux. Le fait que le Canada accepte des indications géographiques est quand même quelque chose de très encourageant pour ce qui peut se passer en Amérique du Nord prochainement. Et d'ailleurs, les États-Unis commencent à parler de terroir pour leur vin, bizarrement, maintenant. Donc, tout n'est pas perdu, ça petit à petit, on va y arriver. Autre effet à mesurer, évidemment, ce qui nous manque, alors c'est ce que font les Italiens sans prendre en compte les acteurs, donc c'est pas aussi fin. Nous, on est peut-être trop fin, mais du coup, il faudrait qu'on remonte au niveau du territoire, mais on a quand même des difficultés à passer de l'opérateur habilité et d'un numéro sirène, qui peut avoir plusieurs établissements, plusieurs produits, à un territoire donné. Et c'est ça le gros travail qu'il va falloir qu'on fasse dans les années qui viennent. Donc, j'étais très contente d'assister au stage, à la restitution du stage, parce que je pense que ça va dans effectivement la bonne direction de mesurer ces effets directs sur l'emploi dans les exploitations, mais aussi chez les opérateurs habilités ou sur
un territoire donné, les effets indirects aussi, est-ce que tout ça, enfin, tous ces effets, et notamment les filières qui sont exportatrices, est-ce que ça ramène de la valeur sur le territoire ou plus largement sur la France ou juste au quartier général de l'entreprise et pas sur le territoire donné. Enfin, voilà. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions extrêmement importantes qu'il faut absolument qu'on traite. Mais bon, pour l'instant, on a encore, même si on est le meilleur pays en termes de données, plus on en a, plus on en veut, quoi. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, il y a plein de perspectives à ouvrir et plein de choses à faire dans les prochaines années. Je crois que c'est tout. Oui. Merci beaucoup.